Vous êtes, mesdames et messieurs, sur Africa 24 et dans Politicia, votre rendez-vous politique au cœur du numéro de ce jour, l'offensive militaire de l'armée sénégalaise en Casamance. Objectif, affirmer l'autorité de l'État central sur toute l'étendue du territoire sénégalais et mettre fin à un conflit vieux de 40 ans. Autre point de notre émission, la gouvernance du président Macky Sall. La démocratie sénégalaise se renforce-t-elle sous le président Macky Sall? Puis l'homme pourra-t-il, pense-t-il, briguer un troisième mandat comme le soupçonne déjà l'opposition sénégalaise qui crie aux musulmans de Sénégalais? Avec moi pour en parler, Moustapha Dramé. Vous êtes membre et responsable de la cellule communication de Rewmi France. Rewmi, c'est le parti de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, qui est opposant aujourd'hui, membre de la majorité. Vous accompagnez donc aujourd'hui l'action du président Macky Sall. Merci, Moustapha Dramé, d'avoir accepté notre invitation, à la fois pour parler de ce qui se passe aujourd'hui en Casamance, de la gouvernance du président Macky Sall, et aussi pour débattre de la question si éventuellement le président Macky Sall pourra briguer un troisième mandat. Merci à vous. Merci pour cette invitation. Lansana Fofana, vous êtes très critique vis-à-vis du président Macky Sall et de sa gouvernance. Un grand soutien êtes-vous de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Que dénoncez-vous concrètement au Sénégal et dans la gouvernance du président Macky Sall? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Cette fois-ci, c'est décidé. L'armée sénégalaise ne veut laisser plus aucune chance aux rebelles de la Casamance. L'État veut reconquérir et affirmer son autorité sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Mais comment comprendre ce conflit? Quel en est le véritable enjeu? Pourquoi cette impitoyable offensive lancée depuis quelques jours contre les indépendantistes casamançais? Nous avons posé la question au politologue sénégalais Ouma Ba. Il est également professeur à l'Institut, du moins au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris en France. On l'écoute rapidement, on en parle après. Récentes attaques menées par l'armée sénégalaise contre certains bastions armés dans le sud du pays consistent ou rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle la guerre ou l'action militaire comme étant la continuation de la politique par d'autres moyens chez Clausewitz et qui aujourd'hui est un paradigme incarné et revendiqué par l'exécutif sénégalais et par le nouvel état-major des armées au Sénégal, mais qui, du point de vue du terrain, est incarné par le commandant des opérations, le colonel Kandé, et qui trace la ligne rouge que l'exécutif sénégalais ne peut plus tolérer, c'est-à-dire l'enlèvement des populations civiles et les sévices contre celles-ci. Des morts ont été enregistrés, des fusillades, voire même des exactions, donc qui sont des atteintes graves aux droits de l'homme, menées, selon certaines sources nationales officielles, par des mouvements rebelles affiliés au MFDC. Dans tous les cas, la sanctuarisation du territoire national ne saurait être négociable si l'on en croit l'actuelle approche du régime sénégalais. Mais dans tous les cas, cette guerre lancinante, qui est la plus ancienne en Afrique, met aux prises des enfants, des fils de l'État-nation sénégalais. Et donc, à un certain moment, il va falloir que tous se mettent autour de la table, priorisent l'intérêt supérieur des populations et de la nation afin de trouver un agreement qui pourrait être une bonne amorce d'une décrispation et de résolution définitive de ce conflit. La démobilisation, le désarmement et la réconciliation nationale doivent être le triptyque relationnel d'une baisse des tensions, mais cela voudrait dire qu'effectivement, il faudrait aller vers une relance de l'économie régionale afin que les populations exsangues, frappées par la marginalisation de cette partie du pays, mais également par les effets pervers conjugués des pandémies, notamment Covid-19, que tout cela puisse être jugulé, étudié à travers un plan stratégique de relance. Et je crois qu'à ce niveau-là, l'armée sénégalaise l'a compris. Une enveloppe de 100 millions aurait été mise sur la table
pour assister les populations qui avaient quitté leur domicile depuis plus de 30 ans dans la zone qui vient d'être libérée à pouvoir regagner leur zone. Mais il va falloir donc que les armées sénégalaises puissent sécuriser toute la frontière. Et à ce niveau-là, l'étroitesse de la coopération entre Dakar et Banjul, plus Bissau, pourrait être, de mon point de vue, une triade de sécurité qui pourrait être optimale dans la stabilisation, les efforts de stabilisation de la Casamance et l'ensemble du Sénégal. La restauration de l'autorité d'État en tant que principe du monopole de la contrainte légitime est, de mon point de vue en tout cas, l'alpha et l'oméga de la viabilité d'un État. Sans quoi, il est un État, mais à souveraineté limitée. Et je crois qu'aujourd'hui, l'État sénégalais veut être un État plénier dans l'expression de sa souveraineté nationale retrouvée et incarnée. Mais la négociation me semble être un des éléments majeurs. Mais vous savez, pour mieux négocier, il faut être toujours en position de force. Lansana Fofana, vous êtes originaire de la Casamance. Tout à fait. Comment vivez-vous cette offensive militaire de l'armée sénégalaise dans votre région contre les indépendantistes casamançais, offensive appuyée de l'autre côté des frontières par la Guinée-Bissau et la Gambie? C'est une grande déception. Une grande déception. Une grande déception, parce que cette mesure a déjà été entreprise par Abdou Diouf en 1991. Il s'est rendu compte que la guerre n'était pas la solution. Et il a envoyé Abdoulaye Wade rencontrer M. Nkrumah Sané en prison, oui, pour qu'il puisse y avoir un des leaders indépendantistes de la Casamance, pour qu'il puisse y avoir une solution autour d'une table. Et ça, c'est Abdou Diouf. Abdou Diouf l'a essayé. En 2012, quand le président Macky Sall a pris le pouvoir, il a essayé également. En 2012, oui, il a essayé de négocier avec Salif Sadio. Oui. Donc, ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est à l'État du Sénégal de nous le dire. Puisque pour la première fois, lors du discours à la nation, le président de la République n'a pas fait mention de la négociation entre l'État du Sénégal et le MFDC. Et nous attendions des comptes rendus pour que la population sénégalaise soit édifiée par rapport à cet état de cause. Lansana Fofana, vous avez écouté l'élément qui vient de passer? Je l'ai écouté. Du politologue sénégalais, oui. Oumar Ba. Oui. Vous savez que à l'origine de l'offensive de l'armée sénégalaise, il y a des exactions commises sur les populations civiles en Casamance, pas d'autres Casamançais, et vous êtes déçu que l'armée sénégalaise intervienne? En me présentant, vous m'avez présenté comme natif de la Casamance. Oui. J'en connais beaucoup sur cette crise. Oui. Depuis tout petit, on a vu des morts en allant à l'école très tôt le matin, parce qu'il y avait des attaques périodiques qui se passaient dans ma commune. Donc aujourd'hui, je trouve que l'État est responsable, le MFDC aussi est responsable. Parce que nous avons assisté à des bombardements de plusieurs villages, ciblant des populations civiles, je le dis bien, par l'armée sénégalaise. L'armée sénégalaise dans les zones que sont Dombondir, Koubanak, Badjonkoto, Koudjoubé. Dans ces zones, l'État s'est positionné au niveau de la commune de Djouloulou pour bombarder des villages entiers en tuant beaucoup de civils. Donc des fuites vers la Gambie ont été organisées par les populations pour échapper à ces violences organisées par l'État du Sénégal. Aussi, d'autre part, je vous le concède, il y a eu des violences, il y a eu des coupeurs de route, il y a eu des saboteurs qui ont infiltré le MFDC aussi. C'est comme ça que vous lisez ce qui s'est passé qui a suscité l'intervention de l'armée sénégalaise. Des saboteurs ont infiltré les rangs des indépendantistes. Tout à fait. Des saboteurs ont été mis dans les rangs des indépendantistes. Ont été mis carrément? Oui, par l'État du Sénégal pour essayer de dénaturer cette crise-là, pour laquelle il fallait juste être sincère et trouver une solution autour d'une table. Votre propos est très clair. Moustapha Dramé. Oui. On ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qui se passe véritablement en Casamance. Combien de morts il y a véritablement, on ne sait pas. On ne sait pas ce que fait l'armée sénégalaise concrètement dans cette région de votre pays. On le saura peut-être après. Pourquoi avoir aujourd'hui décidé cette opération militaire massive contre la Casamance quand on sait que le risque de victimes collatérales est énorme? Heureusement que, en l'espèce, il n'y a pas eu de victimes collatérales. Qu'est-ce que vous en savez?
Mais selon les descriptions... Ah oui, selon les descriptions. Oui, j'y viens. Selon les descriptions de l'armée, d'après ce qu'on a vu. Mais peu importe d'ailleurs, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Une guerre, c'est une guerre. Ce que nous regrettons, et je le regrette amèrement. Alors, il y a une question que je me pose d'abord. Où sont les premiers fondateurs du MFDC? Où est l'abbé Diamacoune Senghor? Il n'est plus là. Il est parti, le territoire est resté, certains individus sont restés. Quel héritage a-t-on laissé à ces individus-là? Est-ce que c'est l'héritage de l'éternelle guerre ou la recherche de la paix? Ça, c'est une question que chacun doit se poser. Oui. 40 ans de guerre, une des guerres les plus longues que l'Afrique ait connues. Oui. Alors là, en l'espèce, il y a l'évaluation, mais de l'autre côté, il y a les constats. L'évaluation pour en arriver à ce qui s'est passé dans ces derniers temps. La guerre en Casamance, c'est une crise de plusieurs milliers de morts et souvent des innocents. Oui. Que ce soit du côté de l'État, les militaires ou des Casamance ou des indépendantistes, peu importe. Oui. Une âme est une âme et ça mérite d'être respecté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça fait 8 ans que le président Macky, un peu plus de 8 ans que le président Macky Sall est au pouvoir. Oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qui justifie ce qui se effectivement passe, cette intervention où on ne sait pas véritablement ce qui se passe? Justement, ce sont ces points-là que je veux plus ou moins citer pour montrer pourquoi on en est arrivé à cette dernière intervention. Oui. Il faut d'abord faire le bilan de la situation. Il n'est pas exhaustif, mais c'est un bilan qui existe quand même. C'est des âmes perdues, c'est des mines partout. C'est un développement économique en retard de la Casamance. C'est une déchirure socio-économique et socio-culturelle. C'est des moyens de déplacement difficiles pour des populations. Et donc, c'est une Casamance qui est prise en otage de part et d'autre. Arrivé à un stade où les dernières exactions ont fait des victimes et l'État a voulu... Dit, ce n'est pas du fait des indépendantistes. Ils ont été infiltrés par des éléments... Pardon. Je dis que des actions de violence ont été commises des deux bords et que les responsabilités... Mais vous avez ajouté que des saboteurs ont infiltré que des saboteurs, l'État envoyé par l'État sénégalais pour saboter, dénaturer la résistance casamançaise. Ça a été fait. Moi, personnellement, je n'ai aucune preuve de ça. Oui, donc je ne vais pas soutenir cette thèse-là. Ce que je constate, c'est que l'État a voulu que la souveraineté de l'État s'installe partout dans le Sénégal et en l'occurrence dans cette zone-là. Et n'oublions pas que ce sont 4 bastions historiquement installés depuis déjà très longtemps, qui viennent d'être démantelés. Donc ça veut dire que l'État était plus ou moins au courant de l'existence de ça. La seule question qu'on peut se poser depuis le temps, le sachant, pourquoi n'a-t-il pas réagi plus tôt? Monsieur Fofana, vous l'avez dit, vous êtes natif de la Casamance. Oui. Vous êtes né en Casamance, vous avez grandi en Casamance. Oui. Et donc vous portez sans doute en vous une forme d'héritage de l'histoire de la Casamance. Qu'est-ce que vos aînés vous ont raconté? Qu'est-ce qui motive la lutte casamançaise? Que veut la Casamance ou les indépendantistes casamançais? Alors, je vais partir de ce qu'on appelle... Sans refaire trop l'histoire, hein. Oui, juste je vais essayer d'être bref. Oui. Donc, depuis la rencontre de ce qu'on appelle le congrès de Bamako, il a été où les représentants sénégalais étaient absents. Donc, il a été demandé aux différents leaders présents à ce congrès de Bamako. Je ne vais pas aller plus loin, donc je commence depuis le congrès de Bamako. Donc il a été demandé de créer des mouvements pour réclamer les indépendances aux Français qui colonisaient la plupart de ces pays-là. Donc depuis ce moment-là, des leaders casamançais se sont organisés en mouvement appelé le mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui est né le 18 1947. D'accord? Le 18 de quel mois? Le 18... Peu importe. Je vous le dis. Qui a été exactement créé en 1947. D'accord, 1947. Donc le MFDC n'a pas été créé il y a 40 ans. Le MFDC a été créé bien avant l'indépendance du Sénégal. Sauf que le colonisateur a été moins attentif à ce mouvement qui a été créé qu'à l'État sénégalais après qui a demandé son indépendance. Tout à fait. La question, n'allons pas aussi loin, la question c'est simple. Une fois que le Sénégal a obtenu son indépendance en 1960, quand je dis le Sénégal, c'est le territoire de du tout Sénégal aujourd'hui, y compris la Casamance. Pourquoi avoir continué la lutte indépendantiste? Parce qu'au début, ce qui a été négocié
entre le bloc démocratique sénégalais de Senghor Oui. et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Oui. Parce que le mouvement des forces démocratiques de la Casamance est né avant le bloc démocratique sénégalais. Oui, ça, donc on a c'est bien Senghor compris. qui a décidé d'aller voir le MFDC pour qu'ensemble ils fassent bloc pour aller vers des indépendances respectives. Respectives. Le Sénégal et la Casamance. Oui. Le Sénégal indépendant, comme ça s'est fait en Guinée-Bissau et le Cap-Vert, le PAIGC. Donc, il a été décidé de partir ensemble Oui. aux indépendances. Et après les indépendances, que la Casamance retrouve sa liberté, que le Sénégal retrouve sa liberté. Oui. C'était ça l'accord qui a été signé entre le MFDC et Et puis le Senghor, colonisateur bloc a mis démocratique. tout ça dans un paquet Exactement. et a donné l'indépendance C'est ça. à l'État sénégalais, Comme ça. y compris la Casamance. Tout à- L'histoire n'est pas finie. Non, Ah non? non, non, l'histoire n'est pas finie parce que ce que le MFDC réclame aujourd'hui, c'est de revoir la situation parce qu'il devait y arriver un moment où un bilan devait être fait. Et le bilan, c'est ce que l'État du Sénégal refuse toujours, qu'il y ait une évaluation qui soit faite. Parce- Évaluation de quoi? évaluation de l'entente qu'il y a eu entre Senghor et les leaders du MFDC, qu'il y aurait des indépendances pour la Casamance. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'indépendance pour la Casamance, que l'on nous dise sur quelle base Mais ça, vous avez compris, aujourd'hui... vous n'aurez jamais l'indépendance, Oui, on a bien oui, compris. oui, Vous mais l'avez moi, compris ou pas? moi, je ne le réclame pas, je ne suis pas un membre du MFDC. Ok. Ben, Je vous êtes dis, Casamance, vous avez bien je suis compris Casamançais. que jamais le Sénégal ne cédera à la lutte indépendantiste. Alors, On est d'accord ou pas? moi, ce que je préconiserais, c'est qu'autour d'une table, que des accords soient signés pour que le développement de la Casamance devienne une priorité de l'État. Une Parce que ça n'est priorité, toujours parce que pas ce le n'est cas. pas- Ce n'est toujours pas le C'est cas. très intéressant ce qu'il dit à la fin de son discours. Aujourd'hui, on a compris, c'est vrai, qu'il y a très peu d'États du continent qui ont accepté des velléités indépendantistes dans leur pays. D'ailleurs, on voit aujourd'hui comment l'État central camerounais est très ferme vis-à-vis de la crise du Nord. Mais j'aurais pu citer du Nozo, la fameuse crise anglophone, mais j'aurais pu citer beaucoup d'autres exemples. Les seuls pays qui ont accepter cela, c'est le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. On a vu le nombre de victimes que ça a fait, la catastrophe que ça a été, notamment pour les populations civiles. Au Darfour aussi, on a vu que ça a été dramatique pour les Darfouriens. Mais il faut comprendre, il faut être à l'écoute de leurs revendications. Ils réclament l'indépendance, et comment dire, pardon, le développement. Alors là, je suis totalement d'accord. Parce qu'en fait, pourquoi à un moment donné, les Casamancés, dans leur grande majorité, ont senti que la Casamance était en retard de développement par rapport au reste du pays. Parce que c'était une région, c'est encore d'ailleurs, c'était une région enclavée. Donc en fait, on peut faire la somme de toutes les causes. Ça n'exclut pas la mise en œuvre de vraies politiques de développement. C'est parce que c'est une région enclavée qu'il faut la négliger. On peut faire la somme Oui. de toutes les raisons, mais les raisons principales, c'est une sorte de frustration socio-économique. Que vous comprenez? Totalement. Je suis Casamancé en fait. Hein. Ah oui. Je suis né en À un moment donné, tout le monde peut se réclamer de la Casamance. Je suis né à Marsassoum. Oui, je suis né à Marsassoum. Donc je suis Casamancé, je sais, j'ai piqué ce biberon-là de cette guerre-là, moi aussi, et même dans ma propre famille. Donc, cette somme, ces causes par rapport à la frustration, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais à un moment donné, quand même, quand vous avez fait des guerres, quand vous avez signé des accords, les accords signés il y a 40 ans ne sont pas forcément, du point de vue contextuel, aussi valables aujourd'hui par rapport à l'histoire et par rapport au développement économique, par rapport à la recherche de la paix. Donc à un moment donné, il faut se poser les questions. Est-ce que ce qu'on avait signé en 40 ans devrait être aussi valable maintenant ou alors chercher des solutions adaptées pour que les Casamancés s'y retrouvent? Ça nous ramène cette question que vous posez. Exiger à l'État que le développement économique de la Casamance soit une priorité. On est tous d'accord. Ça nous ramène cette question que vous posez, effectivement, à la question globale. Comment se porte le Sénégal aujourd'hui sous le président Macky Sall? Mais ça, on en parle dans la deuxième partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite. Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique, le numéro de ce jour est consacré au Sénégal et j'ai avec moi mes deux invités sénégalais, notamment pour aborder dans cette partie la question comment se porte le Sénégal sous le président Macky Sall. Et quand on pose effectivement cette question à certains Sénégalais, ils répondent
le Sénégal se porte mal, très mal. Et vous faites partie de ceux-là. Qu'est-ce qui vous fait penser ou dire que le Sénégal se porte mal sous le président Macky Sall? Parce que je pense que nous sommes en sécheresse démocratique au Sénégal. Il n'y a plus de démocratie au Sénégal. Des activistes sont emprisonnés, des imams sont emprisonnés, des hommes politiques sont emprisonnés en se servant de la justice. Sans raison. Comme Khalifa Sall, comme Karim Wade, et aujourd'hui on voudrait que Ousmane Sonko aussi y passe. Il n'y a plus de démocratie au Sénégal. Des gens sont traqués pour des simples commentaires dans les réseaux sociaux, pour des caricatures contre le président de la République, 3 mois de prison pour des personnes dans des groupes WhatsApp. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Et là vous dites un ensemble de choses, il faut aller pas à pas. Des hommes politiques sont emprisonnés au Sénégal sans raison. Et vous citez Karim Wade, il n'a rien fait, il a été emprisonné. Karim Wade a été accusé. Alors qu'il est innocent. Il a été accusé de détournement. Oui. Et la même personne qui l'accuse, Macky Sall qui l'accuse de détournement, c'est lui-même qui lui fait bénéficier d'une grâce en l'exilant de force. Oui, mais ça c'est autre chose. Oui. Il a été reconnu coupable. Il a été reconnu coupable dans un semblant de justice parce que la justice n'est plus indépendante au Sénégal. C'est fini pour la justice sénégalaise. Parce que elle n'est plus du tout indépendante. Le président de la République lui-même le dit, qu'il a mis son coude sur certains dossiers pour éviter que certaines personnes n'aillent en prison. La justice n'est pas indépendante dans ce cas-là. Donc la justice est une justice instrumentalisée au service du pouvoir. Vous dressez un tableau très inquiétant, très sombre de la démocratie sénégalaise. Je ne sais pas, il va vous répondre. Je ne sais pas si ce que vous dites est vrai ou pas, mais c'est effrayant. Et les activistes sont emprisonnés. Il suffit de critiquer le président de la République, vous atterrissez en prison. La liberté d'expression, c'est fini au Sénégal. Plus personne n'a le droit de rien dire au Sénégal. Ah ben, répondez, lui, c'est ça. Plus personne n'a rien à dire au Sénégal. Ah, oui. Non, on le dit et on parle, ça dépend sur quel sujet, comment et à qui ça s'adresse. Vous me connaissez très bien. Oui. J'ai été, moi, et d'ailleurs, je crois que j'ai été plus virulent que lui sur Macky Sall à un moment donné. Oui. Oui. Il se trouve que, à un moment donné, il faut faire la part des choses par rapport à la chronologie des événements et le comportement des êtres humains. Dans son premier mandat, les observateurs, les analystes, les hommes politiques, les journalistes, tous ici ou là ont mis le doigt sur telle chose, telle chose, telle chose sur la démocratie sénégalaise. Oui. Et je fais partie de ces gens-là. Et même mon président Idrissa Seck a révélé un certain point de principe sur lesquels il ne faut jamais jouer là-dessus. Donc, totalement... Les libertés fondamentales surtout. Libertés fondamentales. Et la séparation des pouvoirs surtout. Très bien. Ça, c'est le mal de toute l'Afrique d'ailleurs. Hein? La séparation des pouvoirs. Ce n'est pas une bonne excuse. Pas du tout. Pas du tout. Bon. Mais ce que nous avons constaté, c'est que dans son deuxième mandat-là, il y a quelque chose qui a tout bouleversé. Qu'est-ce qui a tout bouleversé? Ce qui a bouleversé, c'est le comportemental, les attitudes, la façon de faire du président Macky Sall vis-à-vis des autres. N'eût été, grosso modo, cette histoire concernant Sonko, la plupart des grands événements qui se sont passés, on n'a pas eu tellement à se plaindre de la façon de faire. Je ne dis pas qu'il a été parfait. Non, je ne dis pas ça. On le reprochera à tous les chefs d'État d'ailleurs qui se comporteraient de telle ou telle manière par rapport à leur population. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès l'instant où nous avons constaté un certain nombre de variables qui nous mettent sur le chemin de comprendre que, ce qu'il a dit, il est en train de faire, il n'est plus dans l'état d'esprit qu'il avait avant. Non, on s'est dit, bon, ça y est, quelque chose est en train de changer. On va parler plus concrètement. Nous le changeons. Monsieur Moustapha Dramé, on va parler plus concrètement. Oui. Le Sénégal faisait partie des modèles démocratiques sur le continent. Hein. Ça a été l'un des rares pays à être salué comme les démocraties les plus abouties. Les plus abouties du continent. Donc, on ne parle pas de n'importe quoi. Quand on parle, il y a des acquis démocratiques. Il dit des choses très importantes. Des journalistes emprisonnés, excusez-moi, j'en connais. Les journalistes Adama Gueye. Qui ont fait la prison au Sénégal. Il dit, la liberté d'expression, elle est aujourd'hui très limitée dans votre pays. Qu'est-ce qui fait que, quand on compare le Sénégal d'aujourd'hui au Sénégal d'hier, au lieu qu'on ait enregistré une évolution qualitative
en ce qui concerne la garantie et la protection des libertés, qu'est-ce qui peut expliquer effectivement cette dégradation qu'il évoque? Quel est le contexte qui explique ça? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que si nous analysons par rapport au premier mandat, Oui. c'est ce que je disais tout à l'heure. En effet, dans une question à laquelle j'avais déjà répondu ici par rapport à la dégradation de la démocratie sénégalaise, en ce moment-là, et jadis, je l'avais souligné cela. Mais les choses s'améliorent depuis quelque temps, dites-vous. Oui, les choses s'améliorent. Sauf que, évidemment, les contextes ne sont pas les mêmes et les individus, en fonction de leurs responsabilités, sont ici ou là face à l'État. En ce qui concerne le cas du journaliste, comme dans d'autres cas. On ne va pas revenir sur des cas spécifiques. Bon, la justice, soit respectueux dans cette émission de la justice sénégalaise. Nous ne partirons pas de cette émission en retenant qu'au Sénégal, on peut être emprisonné arbitrairement. On ne va pas valider cette idée. Mais parlons concrètement. Un de vos compatriotes sénégalais, Analyse Setil, a dit ce 11 février sur une chaîne internationale, au Sénégal, à part Karim Wade, mis à part Karim Wade, et Khalifa Sall, qui de toute façon sont politiquement hors jeu, si on considère leur condamnation judiciaire, la seule personne aujourd'hui susceptible de faire face et de tenir tête politiquement au président Macky Sall, c'est Ousmane Sonko. Tout à fait. Et le voilà qui, depuis quelques jours, est englué dans une espèce de saga politico-judiciaire. J'en sais absolument rien. Mais déjà, vous avez de vos compatriotes qui parlent, qui crient au complot. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, je réponds sur ça. Les deux premiers cas que vous avez cités, Khalifa Sall, Karim Wade, je les ai défendus sous le froid ici en France dans toutes les manifestations. D'accord. Le sort est réglé. Non, je résume. Oui. Mais, si vous avez bien remarqué, c'était l'État contre ses hommes politiques. L'État contre ses hommes politiques. D'accord. Non, la justice. Deuxièmement, la justice, oui. La justice est dans l'État. Dans le cas, en l'espèce dont vous parlez, c'est Ousmane Sonko par rapport à une femme qui l'accuse. Je suis très mal à l'aise d'être à l'aise par rapport à cette situation, comme je suis à l'aise d'être mal à l'aise par rapport à la situation. Tu sais pourquoi? Parce que je ne souhaiterais pas que ce dont il est accusé soit vrai, moralement, éthiquement et politiquement. Dans ces conditions, ce n'est pas que c'est l'État qui va l'éliminer, c'est la justice qui va l'éliminer par rapport à l'accusation. Donc, on n'en est pas encore là. Mais ceci dit, il va falloir prouver, je termine, il va falloir juste prouver que cela est effectivement une manigance. Mais ce sujet, j'ai du mal à en parler parce que ça touche l'individu. Mais il se trouve que le personnage, effectivement, est un personnage politique important sur la scène politique mais qui l'oppose à une femme qui est aussi citoyenne. Oui, bien sûr, on est d'accord. Un de ses soutiens dans cette émission, l'enseignant Fofana. Il y a une chose qui est certaine. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, il est absolument certain que ce n'est pas le président Macky Sall qui a envoyé Ousmane Sonko se faire masser dans un salon de massage dakarois. Ça, au moins, on est d'accord là-dessus. Il est allé de lui-même. Après, il se trouve qu'il est accusé par une jeune femme de 20 ans d'agression. Disons les choses pas pudeurs comme ça. N'allons pas dans les détails. D'accord. Et vous criez au complot? Parce que il a toujours essayé d'écarter Ousmane Sonko de la course politique. Alors, ce qui est arrivé, c'est que c'est très malsain d'utiliser la maladie d'une personne. Attention. Il y a un principe qui est fondamental et que moi je respecte tout dans mon émission, c'est la présomption d'innocence. Je suis d'accord. Aucun juge n'a encore dit que Ousmane Sonko est coupable. On est d'accord. Donc faisons attention à ça. Donc on est d'accord. On utilise la maladie. Moi je parle et j'explique avec des arguments. Je dis que c'est très malsain d'utiliser la maladie d'une personne pour la faire emprisonner. Parce que Ousmane Sonko est malade. Ousmane Sonko a besoin d'un massage. Il n'est pas parti parce qu'il veut se relaxer d'une fatigue qu'il a pu accumuler durant une certaine période. Ousmane Sonko est malade et il a besoin de ce massage pour se
d'étendre le dos. Oui, d'accord, Donc, c'est son il est droit. malade. Donc, c'est son droit. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'une femme a crié à une agression, disons, comme vous l'avez dit. Oui. Mais Ousmane Sonko a fait une sortie. Oui. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il n'a jamais été question pour lui d'agresser cette jeune fille-là. Et la justice aura du mal à le ça faire. suffit. Non, Donc, ça ne suffit pas. Ah, ça ne suffit pas parce que la justice n'est pas indépendante au Sénégal. Donc nous avons peur. Parce que tous ceux qui sont partis contre cette justice-là ont été emprisonnés. Lansana Donc, Fofana, vous êtes jeune, oui. vous aspirez à faire la politique, Tout à fait. vous êtes encore jeune, et ça se voit. Il y a un postulat, Oui. et qu'il ne faut jamais laisser prospérer. D'accord. On n'est pas à l'abri de la justice, on n'est pas intouchable parce qu'on est opposant, Oui. parce qu'on est journaliste ou parce qu'on est dans l'opposition. Tout à fait. Tous les Sénégalais sont soumis à la rigueur de la même loi. Tout à fait. Si vous êtes opposant et vous êtes coupable d'un fait, la justice va le démontrer. Ou si vous êtes innocent, vous avez la possibilité de le dire. Donc, il faut qu'on fasse attention. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous fait douter a priori de la parole de cette jeune femme? Alors, de la parole de cette jeune femme? Oui. Parce que nous savons que... Ou de la culpabilité? Nous savons que tous ceux qui ont dérangé Macky Sall ont été accusés de tout et n'importe quoi. L'activiste, je vais vous parler parce qu'il y a l'activiste, un jeune Sénégalais, qui est accusé d'être un terroriste pour être rapatrié des États-Unis vers le Sénégal. Ce qu'on retient, vous êtes convaincu de l'innocence? Je suis convaincu, absolument. C'est ce qu'on retient de votre propos. Tout à fait. C'est très important et c'est ça qu'il faut retenir de votre propos. Mais très rapidement, Moustapha Dramé. Oui. Il y a quelque chose qui intrigue. Et moi, je vais vous poser une question simple. La rapidité avec laquelle le procureur de la République a saisi le président de l'Assemblée nationale au fin d'enclencher la procédure de levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko peut interpeller. Et moi, je vous pose la question suivante. Si Ousmane Sonko avait été membre de l'APR ou de la coalition Benno Bokk Yakaar, est-ce que le procureur de la République aurait réagi avec autant de rapidité comme il a fait? Question difficile à répondre parce que de toute façon, le procureur, par sa mission, par sa fonction, il a toutes les prérogatives. Il aurait pu le faire comme ne pas le faire. Ce serait difficile pour moi de le juger par rapport à ça. Ceci dit, ce qui se passe dans cette histoire-là, moi, je n'accuse... D'ailleurs, j'ai du mal à parler de cette problématique-là, d'ailleurs, parce que ça me gêne. Absolument. C'est une histoire de mœurs et je ne souhaite pas le Sénégal est un peuple très pudique et très respectueux de certaines valeurs. C'est vraiment gênant de parler d'un sujet qu'on aurait même aimé que la politique ne s'en mêle même pas. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que si c'est pendant à l'Assemblée nationale, pendant à la justice. Là, j'ai dit ça évolue. On a franchi un pas dans la procédure de levée de son immunité parlementaire. Va se faire certainement. Quand on verra ce que la commission fera et ce que les députés décideront. Mais en tout cas, a priori, puisque c'est la voie normale, certainement. Mais moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est de pouvoir poussiérer l'État en lavant Ousmane Sonko à l'eau de Javel. Non, moi je ne l'accuse de rien, mais comme se posent tous les Sénégalais, dès l'instant où il est sûr de sa maladie, pourquoi ne pas le faire en plein jour et pas sous cette forme-là? Non, voilà, c'est pas cette question. Non, ça relève de son intimité, de sa vie privée. Il a le droit, comme tous les Sénégalais, de se soigner où il veut, de se faire masser par qui il veut. On n'a pas à intervenir par rapport à ça. On n'a pas à en juger par rapport à ça. La question, c'est le versant politique, c'est la tournure politique qu'a prise cette histoire de mœurs, finalement. Ça n'a pas encore pris la tournure politique. Ça a pris une tournure judiciaire pour l'instant et parlementaire. Le reste, on verra qu'est-ce qui va sortir de l'Assemblée et ce que le procureur en fera après. Ça, on abordera dans l'acte politique, peut-être judiciaire après. Donc pour le moment, non. Mais si c'est une affaire privée, mais vous ne m'avez pas dit, vous m'avez pas dit s'il était un des vôtres, si la justice aurait été aussi rapide. Je n'en sais rien. Ah, vous n'en savez rien. Non, je n'en sais rien. Pourquoi? Attends, je vais répondre. Mais l'idéal aurait été que vous en sachiez quelque chose, que vous puissiez de façon propre dire, oui, bien sûr, la justice réagit de la même manière vis-à-vis des Sénégalais, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir. Mais je vais vous dire une chose. Moi, mon président, il est passé par là.
Mon président Idrissa Seck, il est passé en par là, il en a l'occurrence. souffert et il a été emprisonné par ça. Et nous avons soulevé plus ou moins les mêmes Peut-être questions. a-t-il compris qu'il est désormais prudent de ben, regagner la majorité, je ne sais pas. Ben, en tout cas, Il est maintenant membre de la majorité. Alors, moi, ce que je vais vous dire, que justice se fasse dans les conditions normales. C'est très important. Que la ce que vous justice venez se de passe dire. dans les Et nous conditions l'avons dit normales, dans cette- non pas parce qu'il est Sonko, mais parce qu'il est un citoyen en Sénégalais. face d'une autre citoyenne. C'est Absolument. tout. C'est ça très- qui m'intéresse dans cette C'est histoire. très, très important. Il y a plein de principes à respecter dans cette affaire. C'est aussi la parole des victimes présumées. Tout à fait. Il faut respecter leur parole. Et attention, ce n'est pas parce qu'une fois dans sa vie on a menti qu'on ment tous les jours. On ment tous les jours. Attention, il ne faut préjuger de rien. Absolument. Mais le point le plus important, M. Fofana, Oui. pourquoi vous ne faites pas confiance à la justice de votre pays? Si Ousmane Sonko est innocent, la justice le dira. Parce que 2 poids lourds de la scène politique sénégalaise ont été écartés à travers Non, une ce que je- instrumentalisation de la justice. Nous pensons que Je Ousmane ne vous Sonko parle pas de sera la l'élection 3e présidentielle. personne. C'est pour ça. Nous pensons que Ousmane Sonko sera le 3e point lourd. Donc, qui parce sera que Ousmane écarté. Sonko aujourd'hui est un personnage important de l'opposition sénégalaise, quoi qu'il fasse, Mais il ne faut pas que la justice se mette en œuvre. il y a 2 qui ne peuvent toujours pas être candidats Non, moi, je aux vous élections parle pas- moi, je vous présidentielles parle de de Ousmane 2024. Sonko. Oui, Je Ousmane Sonko est le Je parle 3e du principe. du principe. Parce qu'il est de l'opposition, Non, il faut non, absolument... Ousmane Sonko est un citoyen comme tout le monde. Ouais, le problème, S'il a non, tort, il faut le juger comme tout le monde. C'est ce que je dis. Quand je parle de ce qu'il y a comme crainte, c'est qu'il y a 2 poids lourds qui ont été écartés à travers l'instrumentalisation de cette justice-là. Ben, Donc, en réalité. oui, Je propose qu'on c'est la marque réalité. une coup de pause sur le tour. Allons-y. Allons-y. De notre émission. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Sénégal. Mes 2 invités sénégalais sont avec moi. On l'a vu dans la deuxième partie de notre émission, l'opposition sénégalaise qui reproche au président Macky Sall de la museler pour avoir le champ libre en 2024. Mais on en est encore loin. Mais si l'homme ne s'est pas encore prononcé lui-même sur la question, en aura-t-il le droit, la possibilité? Avant d'en parler, écoutons ce que dit monsieur, il est professeur, le professeur Ndiogu Sarr. Il enseigne le droit public à la faculté des sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop. On l'écoutera rapidement, on en parle après. Je tiens à préciser que la Constitution du 22 janvier 2001 avait déjà prévu la limitation des mandats du président de la République à 2. Et en 2016, la réforme qui a été proposée par le président Macky Sall consistait à ramener la durée du mandat qui en 2001 était de 7 ans et que par la suite en 2007 qu'on avait fait ramener porter à 5 ans. La réforme de 2016 avait pour objet de ramener la durée du mandat à l'esprit de la Constitution de 2001, c'est-à-dire à 5 ans. Peut-être la nouveauté à l'époque, c'est que le président de la République disait qu'il voudrait que cette réforme, si elle est acceptée, qu'on lui applique les 5 ans, c'est-à-dire que son mandat en cours. Ce que le juge du Conseil constitutionnel avait déclaré irrecevable pour la bonne et simple raison que son mandat n'était pas sous l'emprise de cette réforme, parce que la réforme portait sur la durée du mandat et non pas sur le nombre de mandats. Par conséquent, l'article 28 de la Constitution tel que libellé aujourd'hui est très clair et ne donne droit à aucune interprétation possible. Parce que l'article dit que le mandat du président de la République est de 5 ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Et l'article va à la ligne avec un autre alinéa pour dire que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Cela signifie quoi? Si on lit l'article en bon français et si on lit en utilisant les arguments du droit, l'article est tellement bien rédigé qu'en posant la disposition « nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs », cela signifie que toute personne
titulaire d'un mandat ou dépositaire d'un mandat électif ne peut plus faire plus de 2 mandats qui se succèdent. L'article n'a pas cherché à adjoindre à ces dispositions un qualificatif pour que le mandat soit de 5 ans, de 7 ans ou de 10 ans. Et je pense que une lecture très simple de la Constitution permet de comprendre donc qu'il n'y a aucune possibilité d'interprétation de cette disposition que certains estiment pas claire du tout et qu'à mon avis, en tant que juriste publiciste, je considère qu'il n'y a aucune ambiguïté sur cette disposition. Mieux, la Constitution de 2001 est toujours en vigueur au Sénégal. Et la réforme portée sur un aspect précis relatif à la durée du mandat. Il n'a jamais été question en 2016 de changer de constitution. Si on avait changé de constitution, cela allait anéantir toutes les dispositions antérieures et par conséquent, on pourrait repartir sur de nouvelles bases pour ne pas parler de nouveaux régimes. Mais je répète encore que la réforme de 2016 avait pour but de ramener le mandat de 7 ans à 5 ans et en aucun moment cette réforme ne visait le nombre de mandats qui étaient déjà dans la Constitution à partir de 2001. Ce qu'il faudra dire ici, c'est que la réforme de 2016, au contraire, a consolidé le nombre de mandats en disant que désormais nul ne peut faire plus de mandats consécutifs. Et ça, c'était aussi pour faire face ou répondre à une préoccupation qui a fait l'objet de beaucoup de débats avec la question du mandat, du 3e mandat du président Abdoulaye Wade. Et c'est pour éviter que la question du mandat ne revienne toujours au niveau sur les débats. On a estimé qu'il fallait nécessairement verrouiller cette disposition en montrant que désormais, toute personne qui est investie d'un mandat électif ne peut, au-delà de 2 mandats successifs, ne peut plus briguer un autre mandat. Je pense que c'est une lecture qui est claire, qu'on peut appliquer à tout le monde, à toute personne qui demain serait détenteur d'un mandat électif. Donc, alors, le professeur Diogo Sarr de l'Université Cheikh Anta Diop nous dit, avec une frappante fluidité et clarté, une chose simple. Il n'y a aucune espèce d'ambiguïté aujourd'hui quant à l'encadrement constitutionnel du nombre de mandats présidentiels dans la Constitution sénégalaise, et ce, d'autant plus que il y a un rajout d'alinéa qui vient dire nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ça, c'est la Constitution sénégalaise. On ne peut pas être aussi, plus clair que ça. Et ça ne suffit pas. Et vous continuez quand même de soupçonner le président Macky Sall de vouloir faire un 3e mandat. Comment peut-il faire un 3e mandat avec une telle constitution, avec une telle clarté constitutionnelle en ce qui concerne en tout cas la limitation du nombre de mandats présidentiels? Alors la réponse à cette question, oui, c'est que Macky Sall, à chaque fois qu'on lui a posé cette question, pouvait simplement dire aux Sénégalais qu'il allait respecter et faire respecter la Constitution. Mais ce n'est pas à vous de lui dire ce les journalistes lui ont posé cette question. Oui, mais il répond comme il veut. Non, mais parce que Macky Sall, la Constitution, il n'en fait pas ce qu'il veut. Il a juré de respecter et de faire respecter. Absolument. Oui, il a juré avant de prendre le pouvoir. Mais il n'a jamais dit qu'il va faire un 3e mandat. Mais il n'a pas dit aussi qu'il ne fera pas un 3e mandat. Il doit se prononcer et respecter notre Constitution. Dire que la Constitution sénégalaise... ici en France, personne ne poserait la question à Macron. Lansana Fofana. Mais non. Alors que les journalistes ne posent pas alors au président Macky Sall cette question. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi voulez-vous qu'il vous récite la Constitution? Ici en France, personne ne demandera ni aux États-Unis, au président, est-ce qu'il peut faire 3 mandats. Alors qu'il a fait... Ceux qui posent cette question n'ont pas lu la Constitution. Cette question ne se pose même pas. Mais pourquoi est-ce qu'il remercie tous ceux qui ont l'audace de se prononcer en faveur du non? C'est-à-dire? Tous ses collaborateurs, tous ses ministres, toutes les personnes qui sont dans son cercle, oui, dans son mouvement. Toute personne qui dit que le président de la République n'a pas le droit de faire un 3e mandat est tout de suite remerciée, est tout de suite renvoyée. Pour ça? Oui, pour ça. Et cela visiblement, vous êtes dans le secret des décisions politiques du président Macky Sall, Moustapha Dramé. Peut-il venir encore à l'esprit, dans ces conditions, telles que rappelées par le professeur Sarr, l'idée de briguer un 3e mandat? C'est assez clair quand même au niveau constitutionnel. Non, à tous les niveaux. Je viendrai. C'est clair. Vous voulez relativiser? Mais comme de toute façon, on a toujours
cette habitude d'interpréter, ça pose parfois des problèmes. Mais ce que je sais, c'est que nous, au niveau de Rewmi, la question du troisième mandat ne se pose même pas. Nous, on n'en discute même pas, ce n'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est la décision que nous avons prise de l'accompagner, après qu'il ait tendu la main à Idrissa Seck, de l'accompagner pour finir ce mandat-là. On n'a jamais entendu, depuis la dernière élection, le président Idrissa Seck parler d'élection en 1994. Je rappelle qu'il est devenu, entre-temps, le président du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. C'est un poste clé de la République aussi. Hein. C'est une grande institution. Une des meilleures. Mais cela n'entraîne en rien sa variation, lui, sur le troisième mandat. Il n'en parle même pas. Et nous, on n'en parle même pas. Mais ce que je sais aussi, c'est que oui, j'ai entendu le président Macky Sall dire plusieurs fois avant qu'il ne serait jamais question pour lui de briguer un troisième mandat. Bon, ça, on l'a déjà entendu ailleurs sur les continents. Mais dès l'instant où il a dit ce que j'ai dit est largement suffisant, je n'y reviendrai plus, nous pensons, que le problème ne se pose pas. Moustapha Dramé, il est membre de la majorité présidentielle. Vous dites à cette table que le président Macky Sall ne pourra pas briguer un troisième mandat et que c'est la Constitution qui en dispose ainsi. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec l'interprétation, l'explication claire du professeur. Celui-là, il a la pédagogie de l'enseignement. Il dit, comme dans un amphithéâtre, il explique clairement que votre Constitution n'autorise pas un troisième mandat. Non seulement lui, il est clair, mais je venais de rappeler aussi la position de Rewmi. Ça ne nous concerne même pas, cette histoire de troisième mandat, on n'en parle pas. Mais troisièmement, le président Macky Sall lui-même avait déjà dit qu'il ne le ferait pas. Donc j'ai dit dont acte. Nous, ce n'est pas notre préoccupation. Ce que nous voulons, c'est de travailler par rapport à ce qu'il a confié au président Idrissa Seck pour réussir jusqu'à la date où il a confié cette mission. Le reste de ce mandat-là, nous, on n'y croit même plus. Très bien. Le propos, il est clair. Lansana Fofana, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Le problème qu'il y a, il est à la fois juridique et politique. C'est qu'il n'y a aucune espèce de fétichisme autour de cette disposition constitutionnelle de l'article 28 de votre Constitution. Le président Macky Sall peut très bien mettre en œuvre sa prérogative constitutionnelle qui consisterait à demander à l'Assemblée nationale de modifier cette disposition constitutionnelle pour permettre... il en a le droit constitutionnel et il pourrait le faire. Où est le problème? Alors, le problème, c'est que Macky Sall... Il a la majorité à l'Assemblée nationale. Alors, le problème, c'est que Macky Sall a bénéficié d'une tradition qui est de faire respecter. Le peuple a voulu élire Macky Sall en tant que président de la République en sanctionnant Maître Abdoulaye Wade, qui avait l'intention de briguer un troisième mandat. Donc Macky Sall vient à la suite de cela. On est d'accord. Macky Sall n'a pas C'est un bon rappel, ça. Voilà. C'est une référence historique très importante. Elle est récente et très importante. Très importante. Donc Macky Sall n'a pas le droit de nous amener... Non, le droit est là. Non, Macky Sall n'a pas à essayer la même chose que ce qui a coûté la présidence au président Abdoulaye Wade. Non. Mais, on va y aller clairement. Oui, c'est ça le problème que le droit est là. Oui, le droit est là. Est-ce qu'il va réussir à se faire réélire ou pas? Ça, c'est autre chose. Il ne va pas. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Ça, les Sénégalais sont catégoriques là-dessus. Il ne passera pas. En tout cas, le droit, il faut que ça soit clair. D'accord. Le droit de demander à l'Assemblée nationale de modifier la Constitution sénégalaise, notamment la disposition qui encadre le nombre de mandats présidents, il a. C'est une prérogative constitutionnelle. Et à l'Assemblée nationale sénégalaise siègent les représentants du peuple sénégalais. Tout à fait. Donc on considère, enfin le constituant sénégalais, comme les autres, pense que là où les représentants du peuple parlent, c'est le peuple qui parle. Non, ce n'est pas le peuple. Ah, c'est pas le peuple. L'Assemblée nationale ne représente plus les Sénégalais. Non. Parce qu'il y a une majorité mécanique, il y a des députés qui nous disent qu'ils sont là que pour Macky Sall. Dès qu'il s'agit de voter quelque chose qui arrange Macky Sall, ils votent oui. Quand c'est pour le peuple, ils votent non. Ils l'ont dit, des députés de Macky Sall, tout le monde a écouté les vidéos. Je ne suis qu'un député de Macky Sall, pas député du peuple. Lorsqu'un député dit ça, il trahit le pacte qui le lie avec le peuple. C'est un député de Macky Sall, pas du peuple. Mais il pose un problème qui est sérieux, c'est la question de la légitimité aujourd'hui de vos élus. Des élus en général, parce que c'est le système d'élection dans nos pays qui offre ces majorités-là au président de la République. Ça, ce n'est pas seulement le fait de Macky d'ailleurs, ça
été comme ça en général. C'est ce qu'on appelle en général les majorités mécaniques. Mais c'est nos systèmes d'élection qui offrent ça. Mais il vient de dire quelque chose qui est très important. Il a fait un rappel historique en disant ce qui est arrivé à Wade, on l'a refusé, on ne va pas l'accepter à Macky. Ça veut dire quoi? Que Macky... moi, je ne suis pas là pour défendre Macky Sall en tant que tel. Je défends le principe. Macky ayant compris le risque qui existerait en allant en troisième mandat et après avoir vécu ce qui s'est passé avec Wade, je ne pense pas. Où on a déploré des morts, où des Sénégalais ont perdu la vie. Très bien. Deuxième point, il y a quand même un rappel sous-régional à avoir. Regardez tout ce qui se passe dans la sous-région autour du Sénégal et qui ont produit des conséquences ici ou là. Ça aussi, on n'a pas besoin d'être académicien pour comprendre cela. Dès l'instant où ces images, dès l'instant où ces actes posés ont créé de tels problèmes, je pense qu'il est de l'intelligence humaine de comprendre que. Et c'est pour cette raison que nous, dans Réumi, on n'a fait même pas un problème, le troisième mandat. Et moi, si j'ai effectivement proposé qu'on écoute cette explication du professeur Sarr, c'est parce que vous reprochez au président Macky Sall d'éliminer ses concurrents potentiels pour se représenter, alors que constitutionnellement, il n'en a pas le droit. Oui, vous venez aussi de dire qu'il a le droit, en se servant de la majorité mécanique, pour modifier la Constitution. Oui. Donc la crainte est toujours là. La crainte est toujours là. Et dites-vous, quels sont aujourd'hui les rapports de force politique? Quand on prend aujourd'hui le paysage politique sénégalais, c'est vrai, on a parlé de Ousmane Sonko oui. Aujourd'hui. C'est vrai que j'ai rappelé aussi dans la deuxième partie de l'émission l'analyse d'un de vos compatriotes sur une chaîne internationale ce 11 février qui dit, au fond, à part Ousmane Sonko, c'est tout un boulevard que Macky Sall a désormais devant lui, oui. Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Oui. Comment comprendre cet effritement de l'opposition sénégalaise? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, et surtout, la question s'adresse d'autant plus à vous que votre président Idrissa Seck, qui faisait avant une espèce de mentor ou du moins de brontosaure de l'opposition sénégalaise, a lui aussi rejoint la majorité. Idrissa Seck n'a pas renié du tout son identité politique. Ah non, c'est pas ce qu'on dit. Non. Idrissa Seck c'est un maestro de la politique, il sait ce qu'il fait. Ce qui se passe là, c'est qu'à un moment donné... Qu'est-ce qui vous a affaibli au point où vous avez décidé... On n'est même pas affaibli au contraire. L'opposition sénégalaise n'est pas affaiblie. En tout cas, au niveau de Réumi, nous ne sommes pas affaiblis. Ce que j'explique seulement, vous allez comprendre. Il est arrivé à un moment donné où les circonstances mondiales difficiles, pandémiques, tous les problèmes ont fait que Macky Sall a fait appel à l'opposition et à la société civile. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Certains ont accepté avec une proposition constructive, d'autres sont restés une proposition radicale. Maintenant, le fait de l'accompagner, le président Macky Sall, dans l'exercice de cette fonction au bénéfice de la nation, intérêt supérieur de la nation, n'enlève en rien l'identité de Réumi dans ce qu'il fait, mais la participation dans un gouvernement pour résoudre les problèmes. Maintenant, ce qui concerne l'opposition. Mais le Sénégal a toujours connu des oppositions à variables, multiples. Toujours. Ça a été toujours comme ça. Il y a des déchirures, il y a des appartenances, il y a des approches, des approximations, il y a des alliances ici ou là. Vous allez voir, dès que les élections vont pointer à l'horizon, cette opposition va exister encore à sa manière. Et c'est ça la vérité. Très rapidement, quelques secondes. Oui. Alors moi, je dirais que Macky Sall, c'est à encourager la transhumance et à menacer certains opposants qui étaient contraints de le rejoindre. Voici pourquoi l'opposition a été affaiblie. Ce qui montre que cette opposition n'avait peut-être pas d'âme pour pouvoir tenir le coup. Merci. Mais en tout cas, merci de nous avoir invités. À cet échange. Qu'est-ce qu'on retient de cette émission? Que si la force policière, la force militaire sait effectivement arrêter les délinquants, les violents qui violentent les populations civiles en Casamance, il faut aussi rechercher une solution politique pour que le pouvoir central et les leaders indépendantistes s'asseyent à la même table pour discuter de l'avenir de la Casamance et du développement équilibré de toutes les régions du Sénégal. Deuxième partie de notre émission qui a concerné la gouvernance du Macky Sall
Sall, on l'a bien compris, rien n'est acquis en démocratie. Il faut sans cesse reconstruire, construire et reconstruire les acquis démocratiques. Et au Sénégal, la veille citoyenne, il y a une veille citoyenne, une tradition de la société civile qui existe aujourd'hui et qui veille au respect. Et la convergence et qui vaut mieux dénonce que la divergence. effectivement les abus. Et enfin, troisième partie de notre émission, et voilà, la constitution de votre pays est très claire. L'article 28 de votre constitution est très clair. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs, indépendamment de la durée. Que un mandat ait été de 7 ans, ou de 12 ans, ou de 9 ans, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce que le président Macky Sall demandera à la représentation nationale sénégalaise de modifier ou de changer la constitution pour un 3e mandat? Mais ça, on le verra. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été, comme toujours, nombreux à suivre. Et restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci bien. C'est nous qui vous remercions. Merci.